Bienvenue en classe de troisième année IFM niveau DEF sur l'ORTM. Aujourd'hui, nous allons voir le chapitre 2 du programme de psychologie de l'enfant de la troisième année IFM niveau DEF qui s'intitule La psychologie de l'apprentissage. Vous êtes des élèves maîtres, vous êtes appelés à faire acquérir aux enfants, donc quand vous serez des enseignants, des connaissances, vous êtes des futurs enseignants, vous êtes appelés à apprendre et à faire apprendre aux enfants des connaissances. Mais le processus d'apprentissage n'est pas aussi simple qu'on pourrait le penser. Il peut réussir, comme des fois on peut avoir des difficultés dans le processus d'apprentissage. Pendant un bon moment, l'enfant, l'apprenant, était mis en cause lorsque il y a des difficultés d'apprentissage. Et après, c'est l'école qui est mise en cause lorsque l'on constate des difficultés dans les apprentissages. Certainement à travers le programme d'enseignement, soit à travers les méthodes pédagogiques, soit à travers l'utilisation des techniques pédagogiques. Les réflexions se sont poursuivies pour ensuite identifier qu'il y a d'autres facteurs qui interviennent dans le processus d'apprentissage, soit en le favorisant, soit en l'entravant. Parmi ces facteurs, ces facteurs sont souvent des facteurs internes, souvent des facteurs externes. Et parmi ces facteurs qui peuvent influencer le processus d'apprentissage en l'entravant ou en le favorisant, il y a ce que nous pouvons appeler le besoin, il y a l'intérêt, il y a aussi la motivation. Je passe aux différents éléments que nous allons aborder dans ce cours. Vous voyez, il y a tout d'abord la définition de la psychologie de l'apprentissage. Ensuite, nous allons aborder la notion de besoin en tant que facteur important déterminant le processus ou influençant le processus d'apprentissage. Et le besoin se divise en besoins primaires et en besoins secondaires. Et nous allons également parler de l'importance du besoin dans l'apprentissage. Après avoir abordé la notion de besoin, nous allons aborder la notion d'intérêt. Qu'est-ce que c'est que l'intérêt? En quoi l'intérêt est important dans le processus d'apprentissage? Et après l'intérêt, nous allons aborder la notion de motivation. Et là, nous avons ce qu'on appelle la motivation intrinsèque, ensuite la motivation extrinsèque, et nous allons également parler de l'importance de la motivation dans l'apprentissage. Et enfin, nous allons voir entre le besoin, l'intérêt et la motivation, il y a une relation étroite, interdépendante entre ces trois facteurs qui interviennent dans le processus d'apprentissage. Alors, après avoir présenté le plan de notre cours, chers élèves maîtres, nous allons maintenant aborder la définition de
la psychologie de l'apprentissage. Il faut retenir que la psychologie de l'apprentissage se définit comme l'étude de processus d'acquisition, mais aussi l'étude des conditions nécessaires à l'acquisition des connaissances. Et comme condition, nous avons déjà cité le besoin, l'intérêt et la motivation. Donc, il faut vraiment être attentif à ces trois facteurs parce que, et c'est pour cette raison que j'avais dit tantôt que le processus d'apprentissage n'est pas aussi simple qu'on pourrait le penser, il est complexe et pour le réussir, il faut tenir compte de tous les paramètres, de tous les facteurs qui peuvent soit le favoriser ou l'entraver. Alors, nous passons à présent à la notion de besoin. Le besoin signifie le désir, l'envie naturelle ou pas, l'état d'insatisfaction dû à un sentiment de manque. Voilà la définition qu'on peut retenir de la notion de besoin. Et on l'avait annoncé déjà au niveau du plan qu'il y a deux types de besoins. Il y a les besoins naturels ou qu'on appelle aussi des besoins innés. Et nous avons également les besoins secondaires qui aussi on appelle des besoins acquis. En quoi est-ce qu'un besoin naturel est important dans le processus d'apprentissage? D'abord, il faut, j'insiste là-dessus, un besoin naturel ou un besoin inné, c'est un besoin qui est indispensable à la survie de l'être humain. Lorsque le besoin naturel et inné n'est pas comblé, ça peut compromettre la vue de l'individu, la vue de l'enfant. Comme besoin naturel, il y a le besoin de se nourrir. Lorsque un enfant, un être humain, un individu, une personne ne se nourrit pas, c'est sûr et certain que cela compromet sa survie. Donc, ce sont des besoins qu'il faut nécessairement combler pour pouvoir vivre, donc des besoins indispensables à la survie. À côté de ces besoins naturels ou innés, indispensables à la survie de l'être humain, il y a les besoins secondaires. Donc, on peut dire par opposition aux besoins secondaires que les besoins naturels sont des besoins primaires. Maintenant, le besoin secondaire, c'est un besoin qui, généralement, est lié à notre vie en société. Ce sont des besoins qui se développent à travers le processus, par l'apprentissage en société. Ce sont des besoins provoqués par la vie en société. Certes, ce sont des besoins importants, mais ils ne sont pas indispensables à la survie de l'être humain. On peut par exemple avoir un besoin d'avoir une jolie maison, un besoin d'avoir une jolie moto, un besoin d'avoir une voiture, un besoin d'avoir un jouet, comme par exemple une voiturette, comme par exemple une poupée. C'est des besoins effectivement qui jouent un rôle important, qui peuvent contribuer à favoriser le processus d'apprentissage, mais lorsque ces besoins ne sont pas complets, ils ne compromettent pas la survie de l'individu. Donc, nous avons parlé de ces deux types de besoins, donc ce n'est plus la peine. Nous avons déjà parlé de ces deux types de besoins. Voilà un peu des exemples. Ici, nous avons déjà parlé de ces deux types de besoins, donc je ne pense que
il faut vraiment être attentif à ces deux types de besoins, en ce sens que chacun d'eux est important, mais le besoin primaire est indispensable à la survie de l'être humain, alors que même si on se passe des besoins secondaires, ça ne contribue pas à compromettre la survie de l'individu. Nous progressons maintenant vers le facteur suivant qui est très très important, qui est aussi important que le besoin dans le processus d'apprentissage. Il s'agit de l'intérêt. Qu'est-ce qu'il faut entendre par intérêt? L'intérêt se définit comme l'attrait qu'on peut avoir pour un objet, une chose, une idée, un acte. Et naturellement, lorsque l'être humain, lorsque l'enfant a un intérêt quelconque par rapport à un objet donné, par rapport à une discipline donnée, l'enfant mobilise toutes ses ressources intellectuelles, toutes ses ressources psychologiques, toutes ses ressources morales, toutes ses ressources psychophysiologiques pour pouvoir atteindre son but. Je prends un exemple. Lorsque, par exemple, en classe, un enfant est attiré par une discipline donnée, comme par exemple le dessin, comme par exemple la musique, comme par exemple la numération, les mathématiques, si nous voulons en général, par les disciplines d'éveil, par exemple, cet enfant-là s'implique fortement, il mobilise tout ce qu'il a comme ressources pour pouvoir maîtriser, acquérir la discipline, s'approprier la discipline. Donc, l'intérêt est extrêmement important dans le processus d'apprentissage. Donc, c'est également une dimension assez importante que vous devrez prendre en compte en tant que futur enseignant. Parce que la principale activité que vous allez mener au cours de vos pratiques de classe, c'est les activités d'enseignement-apprentissage. Et l'objectif visé par tout enseignant, c'est de pouvoir atteindre les objectifs d'apprentissage, de pouvoir atteindre les objectifs pédagogiques opérationnels. Donc, c'est pour cette raison que, en tant que futur enseignant, vous devrez vous préparer davantage à vous approprier la psychologie d'apprentissage, parce que tant une appropriation efficace, correcte de la psychologie d'apprentissage, il serait très difficile d'acquérir, de faire acquérir aux enfants les connaissances, les savoir-faire et les savoir-être que vise tout processus d'apprentissage. Alors, après avoir abordé la notion d'intérêt, nous allons maintenant aborder le dernier facteur aussi important que les deux précédents. Il s'agit de la motivation. La motivation est un facteur très important, aussi important que le besoin et l'intérêt. Et on définit la motivation comme une tendance, un désir, un besoin qui pousse l'individu à agir pour atteindre un but. Alors, lorsque un enfant est motivé pour les apprentissages, il va donner le meilleur de lui-même afin de pouvoir atteindre son but. Lorsqu'un enfant est motivé à apprendre une discipline donnée, à s'approprier une discipline donnée, cet enfant va s'engager, cet enfant va consentir tous les sacrifices nécessaires et possibles
pour pouvoir maîtriser, connaître, acquérir cette discipline, faire sienne cette discipline. Et là, on distingue deux types de motivation. Il y a ce qu'on appelle la motivation interne et la motivation externe. On parle de motivation intrinsèque lorsque vraiment l'enfant agit pour être autonome, autodéterminé, lorsque l'enfant est vraiment il veut être compétent, lorsque l'enfant est engagé pour lui-même et par lui-même, lorsque l'enfant agit en dehors de toute influence extérieure. Et là, par exemple, quand vous allez être des enseignants en classe, vous allez constater qu'il y a des enfants qui aiment des disciplines, qui se sacrifient pour ces disciplines, parce qu'il veut, par exemple, si c'est un enfant qui rêve d'être un médecin, cet enfant-là va s'intéresser aux disciplines d'éveil telles que les sciences d'observation, telles que les sciences naturelles, et telles que la biologie. Lorsque l'enfant veut être un bon avocat, ou un bon littéraire, ou un bon professeur de lettres, il va se consacrer aux disciplines littéraires parce que son objectif, c'est de devenir un jour un bon professeur de lettres, un bon avocat, un bon juriste, un bon juge, un bon magistrat. Et lorsque l'enfant veut être un ingénieur d'agriculture ou un ingénieur d'élevage, il va vraiment consacrer assez de temps, assez d'énergie, assez de ressources aux sciences naturelles, à la physique-chimie et toutes les disciplines qui sont en rapport ou qui peuvent un jour l'amener à réaliser son rêve qui est d'être ingénieur agronome. Voilà ce qu'on peut comprendre par la motivation intrinsèque. Maintenant, par motivation extrinsèque, c'est lorsque l'enfant agit sous une influence extérieure. Et là, nous avons plusieurs exemples. Souvent, l'enfant est motivé pour apprendre les sciences, mais le parent peut plutôt préférer que l'enfant s'oriente vers les disciplines littéraires. Donc, lorsque l'enfant, en pareille circonstance, renonce à son choix personnel, à son choix individuel, au profit du choix de ses parents pour faire plaisir à ses parents, il va s'impliquer, il va consacrer assez d'énergie pour faire plaisir à ses parents. Et lorsque c'est le cas, on parle plutôt de motivation extrinsèque. Et donc, nous venons de voir les trois facteurs qui constituent des paramètres importants, des dimensions importantes dans le processus d'apprentissage. En tant qu'élève maître, en tant que futur enseignant, sachez que ces trois facteurs sont à prendre en compte. Ils sont très importants, ils sont interdépendants. Et lorsque vous allez recevoir le cours complet en ligne, vous aurez d'autres détails, parce que là-bas c'est plus détaillé, c'est plus fourni. Et sachez qu'il y a une transversalité entre ces trois facteurs, en ce sens que des fois, quand on lit les informations sur le besoin, on a l'impression qu'on parle de l'intérêt, on a l'impression qu'on parle de la motivation. Et lorsqu'on parle de motivation, on voit des éléments qui renvoient à l'intérêt et aux besoins. Et lorsqu'on parle de l'intérêt, là aussi, on ne peut pas expliquer l'intérêt, on ne peut pas expliquer le besoin, on ne peut pas expliquer
la motivation sans faire allusion ou prendre des exemples, citer des exemples que l'on retrouve au niveau du besoin, au niveau de l'intérêt et au niveau de la motivation. Et donc, pour vous dire, parler du dernier élément, l'importance du besoin, de l'intérêt et de la motivation dans l'apprentissage, moi je crois que ça, on l'a déjà assez développé. Je peux peut-être vous dire tout simplement qu'une pédagogie qui repose sur les intérêts de l'enfant, déterminée pour chaque âge, crée dans la classe une atmosphère détendue, une atmosphère d'ambiance. Toute pédagogie qui tient compte du besoin de l'enfant, toute pédagogie qui tient compte, toute pratique de classe, je préfère parler de pratique de classe, toute pratique de classe qui tient compte du besoin de l'apprenant, du besoin de l'enfant, qui tient compte de l'intérêt de l'enfant, qui tient compte de la motivation de l'enfant, est une pédagogie qui gagne, est une pratique de classe qui gagne, est une pratique de classe qui favorise les acquisitions. C'est une pratique de classe qui contribue fortement à l'acquisition des connaissances, des savoirs, des savoir-faire et des savoir-être. Je vous prends par exemple, je vais vous lire cette synthèse-là. Une pédagogie qui repose sur les intérêts de l'enfant, déterminée pour chaque âge, crée dans la classe une atmosphère détendue, favorable au travail. Le plaisir et la joie qui résulteront de la satisfaction des besoins et des intérêts augmentent la réceptivité des élèves. Ça, c'est extrêmement important. La réceptivité des élèves. Lorsque vous tenez compte de l'intérêt des apprenants, des besoins des apprenants, de la motivation des apprenants, ça crée, ça développe, ça attire, ça favorise la réceptivité. C'est-à-dire que quand on parle de réceptivité, c'est la disposition à apprendre, la disposition à se concentrer sur les activités d'apprentissage. Et là, on dit que le besoin et l'intérêt sont des facteurs indispensables à la motivation des enfants pour l'apprentissage. À chaque âge se manifestent des intérêts spontanés, sensiblement les mêmes pour les enfants. C'est vers quoi on est attiré. Le concret et le palpable jusqu'à l'âge de 8 ans. Donc, jusqu'à l'âge de 8 ans, l'enfant est surtout attiré par le concret et le palpable. Donc, en tant qu'enseignant, en tant que pédagogue, en tant que praticien, vous devrez tenir compte de cette dimension. C'est-à-dire que jusqu'à l'âge de 8 ans, l'enfant est surtout attiré par le concret et le palpable. Lorsqu'on dépasse l'âge de 8 ans, l'enfant est surtout attiré par le jeu, l'apprentissage, par le jeu jusqu'à l'âge de 12 ans. Et si on était dans le préscolaire, on dit que l'enfant apprend en jouant. Donc le jeu, l'apprentissage sont des activités assez attrayantes pour les enfants jusqu'à l'âge de 12 ans. Et lorsque nous allons vers l'âge de 18 ans, l'intérêt est surtout porté sur les discussions, les grandes notions abstraites, les débats, les échanges. Voilà ce qu'il faut vraiment retenir de ce cours portant sur la psychologie de l'apprentissage. Donc, chers élèves maîtres, soyez attentifs à ces 3 facteurs importants qui, lorsqu'ils sont pris en compte, peuvent favoriser le processus d'apprentissage et lorsqu'ils ne sont pas pris en compte, peuvent entraver le processus d'apprentissage. Merci et courage.